Bonjour, je suis Daniel van der Gucht. Je suis là pour vous parler de la maison d'édition La Lettre Volée, qui est basée à Bruxelles et qui est maintenant en activité depuis une trentaine d'années. Cette maison d'édition, je pense qu'elle est durablement marquée par ma rencontre initiale avec deux amis québécois qui étaient venus à Bruxelles, il y a 30 ans donc, pour faire et soutenir une thèse de doctorat en sociologie, dans le même service que moi. Moi aussi, je faisais à l'époque ma thèse de doctorat à l'ULB. Et nous avons réalisé assez rapidement que nous partagions les mêmes intérêts, les mêmes appétences pour la littérature, pour les arts contemporains, pour la poésie, en plus bien sûr de nos intérêts pour la philosophie et les sciences humaines. Et surtout, nous avons réalisé qu'il y avait pas mal de jeunes auteurs, des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, dont les manuscrits nous passaient sous les yeux régulièrement, qui étaient de grande qualité, qui ne trouvaient pas d'éditeurs pour les éditer. C'était la fin des années 80. Idem pour la poésie et pour les arts plastiques, là aussi, des jeunes poètes, des jeunes artistes qui n'intéressaient pas les grandes maisons d'édition, bien sûr. Ça, c'est aussi un des objectifs de la maison d'édition, c'est de nous faire mieux voir ce qui est parfois sous nos yeux et dont on ne prend pas la mesure. D'où le nom d'ailleurs de La Lettre Volée, qui est une référence à la nouvelle d'Edgar Allan Poe, et qui est une parabole sur justement ce qui nous aveugle, ce qui nous crève les yeux et qu'on finit par ne plus voir. Et nous, avec l'insouciance et l'inconscience peut-être de la jeunesse, on s'est dit qu'on allait créer une maison d'édition qui représenterait donc tous ces talents, qui jetterait des ponts surtout entre la pensée créative et la pensée spéculative, parce que nous avions vraiment à cœur de bien cerner les enjeux de la société moderne, surtout à une époque où la modernité, ses principes, ses valeurs étaient remises en question par des auteurs, des philosophes qui parlaient beaucoup de postmodernisme, notamment dans le domaine de l'art et de l'esthétique, ou de postmodernité dans le domaine des sciences humaines et de la philosophie. Je pense à Jean-François Lyotard avec son concept de fin des méga-récits et des idéologies. Je pense à Fukuyama avec son concept de fin de l'histoire. Et donc on avait vraiment à cœur de réfléchir à ces questions et de voir comment refonder peut-être ces valeurs de la modernité pour une nouvelle génération qui était la nôtre. Il y a des collections classiques chez nous, une collection de poésie notamment, une revue de poésie qui est assez rare, c'est une des rares et dernières revues de poésie papier de langue française, c'est la revue L'Étrangère. Nous avons une collection, même plusieurs collections d'essais sur l'art, sur l'esthétique, sur la société, des questions de société. Et puis nous avons pas mal de livres d'art, de livres d'artistes, et là c'est très variable. Alors, outre la découverte d'artistes contemporains qu'on suit de très près, qu'on défend avec ardeur dans nos publications, il est important aussi parfois de revenir sur des figures historiques un petit peu méconnues, bizarrement méconnues d'ailleurs, notamment Isidore Isou, qui est une personnalité hors norme, qui est le père du lettrisme, mouvement d'avant-garde française extrêmement importante, qui a beaucoup marqué Guy Debord, qui a beaucoup marqué le situationnisme, toute la pensée, tout le mouvement de mai 68. C'est un personnage qui a fait un film remarquable qui s'appelle Traité de bave et d'éternité. Il a monté des pièces de théâtre, il a écrit des manifestes innombrables, il avait une dimension presque messianique, c'était quelqu'un de tout à fait étonnant. Et donc là, grâce aux archives et à la collection d'Éric Fabre, on a pu revenir sur ce personnage dans un très beau volume qui s'appelle tout simplement Isidore Isou. Souvent, les gens qu'on connaît le moins sont nos voisins, parfois tant mieux d'ailleurs, mais la plupart du temps, quand même, ce sera intéressant de mieux les connaître. Je pense à nos voisins immédiats en Belgique, francophones, que sont les Flamands, qu'on ne connaît pas très bien. On ne connaît pas très bien leur littérature. On connaît un petit peu leur personnel politique, mais on ne connaît pas trop leur culture. Et de ce point de vue-là, on a publié et même traduit en français un livre qui est paru il y a pas si longtemps en néerlandais, écrit par deux collègues flamands, Jan Battens et Karel van Hazebroek, qui s'appelle Petite mythologie flamande. Alors dans le titre, vous avez le clin d'œil à Barthes, bien sûr, avec ses fameuses mythologies, et ils ont un petit peu eu le même programme, donc essayer de rédiger les petites mythologies, recréer les petites mythologies des Flamands aujourd'hui. Il n'y a pas de moquerie, loin de là, il y a vraiment ce souci de découvrir une culture qui nous est à la fois très proche et en même temps pas très familière.